C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Daniel Obono. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise de Paris et membre de la commission des lois. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le président Trump a exprimé une vive colère après les bombardements entre l'Iran et Israël, intervenus après le cessez-le-feu. On assiste là peut-être à deux revirements spectaculaires. Vous allez dire si vous êtes d'accord, des États-Unis. Un, en bombardant l'Iran, les autres présidents ne s'y étaient pas frottés ni risqués. Et deux, en ayant des propos aussi très violents contre un dirigeant israélien. De quoi est-ce le signe d'après vous ? C'est le signe d'une situation extrêmement instable et particulièrement dangereuse, à la fois pour les peuples et les États de la région et puis pour le reste du monde, puisque nous parlons là de la première puissance militaire au monde, du dirigeant du pays le plus armé. Et on voit là que la stratégie semble quelque peu erratique. Mais surtout, ce que l'on attendait et qu'on attendrait de Donald Trump, étant donné sa responsabilité particulièrement grande, que ce soit dans le dossier iranien ou dans la situation dans la région, c'est qu'il mette un terme à l'escalade, et il en a les moyens. Dans le dossier iranien, je rappelle que c'est lui qui a sorti les États-Unis de l'accord conclu en 2015. Et sur l'ensemble de la région, il peut toujours s'énerver contre M. Netanyahou, mais c'est quand même lui qui aide et finance militairement Israël depuis plusieurs mois, enfin depuis des décennies, mais particulièrement depuis le 7 octobre, pas moins de 17 milliards d'aides militaires américaines ont été fournies à M. Netanyahou. Donc ce dernier a beau jeu de faire un peu ce qu'il veut et de considérer que... Il est revenu à la Maison-Blanche après le 7 octobre. Exactement, il a été accueilli à bras ouverts, et donc son impunité qui est garantie, y compris par les vétos successifs des États-Unis d'Amérique à l'ONU, au Conseil de sécurité, depuis plus de 2 ans, bientôt 2 ans, que dure ce que des institutions internationales décrivent comme un risque de génocide, voire un génocide, ce qui empêche que la communauté internationale sanctionne Israël, c'est notamment le soutien des États-Unis d'Amérique. Et donc oui, il y a une responsabilité particulièrement grande des États-Unis d'Amérique et j'allais dire malheureusement, parce que je crois que par exemple l'Union européenne et la France auraient pu et auraient dû jouer un rôle beaucoup plus stabilisateur. Alors là, dans évidemment, l'Europe est un peu à la ramasse, si je peux dire. Tout se joue, on le voit, entre les États-Unis et Israël. L'Europe, une fois encore, est hors jeu. Alors Jean-Luc Mélenchon, vous disiez samedi dans votre émission, Frédéric, l'atelier politique, je cite, « Nous sommes sur le seuil d'une nouvelle organisation du monde, puisque l'ancienne, marquée par la domination sans partage des États-Unis, s'est effondrée. » Ce à quoi nous assistons n'est-il pas la preuve du contraire ? Ce n'est pas contradictoire. Le fait que aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique restent la première puissance militaire et économique au monde ne contredit pas le fait que c'est aussi une puissance qui est en déclin. Et on voit nombre de ces coups de boutoir ces dernières années ont été dirigés vers la Chine, par exemple, qui est la puissance émergente, qui est au niveau économique son principal rival. Et on voit, y compris dans la géopolitique qui se joue en ce moment, que ce soit vis-à-vis de l'Iran, mais aussi vis-à-vis de ce qui s'est passé en Syrie, il y a aussi une stratégie d'endiguement de la Chine. C'est ce que développent depuis des années de nombreux néoconservateurs du Parti républicain notamment, mais pas que, de l'establishment aux États-Unis d'Amérique. Donc, on sait justement dans ce genre de moment, c'est là où c'est le plus dangereux, parce qu'une puissance en déclin n'utilise désormais la force militaire de manière brute, pour pouvoir utiliser cette force brute, pour pouvoir asseoir une hégémonie qui est de plus en plus contestée, et pour cause. Je rappelle que dans cette région, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont mis une grande partie de l'instabilité qu'on connaît, de l'Afghanistan à l'Irak. Aujourd'hui, en Iran, ils participent de l'escalade. Ils ne sont pas intervenus en Afghanistan, hein, les Américains. La guerre, non, mais je veux dire, 20 ans de guerre. C'est Monsieur Trump, il y a quelques temps, se félicitait d'avoir été celui
qui avait mis un terme à l'expédition américaine, mais c'est 20 ans en fait en Afghanistan. Pour quel résultat? Et au final, ce sont les talibans qui sont au pouvoir, qui mènent des politiques encore plus répressives et odieuses. L'Irak est dans quel état aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler d'un pays qui est je voudrais stable qu'on revienne un instant à l'Iran. Pas mal d'analystes semblent penser qu'en fait, il y a deux objectifs un peu différents poursuivis par le Premier ministre israélien, par le président américain. Le Benjamin Netanyahou voulant à la fois s'en prendre à l'arsenal nucléaire iranien, mais aussi faire tomber le régime, tandis que Donald Trump, lui, n'aurait eu l'intention que de frapper l'arsenal nucléaire. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si le peuple iranien ne préférerait pas que cet objectif de faire tomber le régime soit atteint? Je crois qu'un peuple qui subit le régime de la République islamique et tous ces modes d'oppression et de répression ne cesse de vouloir que ce régime tombe. Mais je ne crois pas que... Mais enfin, il y a le vouloir et il y a le pouvoir. Je ne crois pas qu'il pense pouvoir le faire en recevant des bombes. Vous savez qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui sont mortes. Certains le disent pourtant. Qui sont mortes, certains parmi la communauté iranienne de France le disent. Oui, bah, écoutez, pour le moment, ceux qui subissent les bombes et le chaos créé par ces bombardements, ce sont les Iraniens et les Iraniennes. Et l'expérience, encore une fois, l'expérience historique, encore récente, montre que les changements de régime, dont on pourrait se poser la question de qui est légitime pour décider que tel régime autoritaire doit être renversé, mais tel autre qui est allié des Occidentaux, celui-là, il devrait pouvoir rester. Et là, on ne se pose pas la question des peuples dans ces pays qui subissent aussi de répression et d'oppression. Moi, je fais partie effectivement de cette tradition qui considère que c'est les peuples qui doivent décider de leur sort. Mais vous, il faut donner les moyens aux Iraniens par la solidarité, la coopération. Et je finis là-dessus. Ouais. Dans l'arène qui est aujourd'hui le seul que nous ayons au niveau international de l'ONU pour régler les conflits, y compris pour sanctionner des exactions qui sont commises par les États, parce que le droit international permet aussi cela. C'est dans ce cadre-là que ça doit se passer. Si vous souhaitez un changement de régime, vous me répondez non, c'est pas à moi de le dire, c'est au peuple iranien de le faire. C'est ça l'esprit, non? Je l'ai dit dès le départ. Oui, moi je souhaite que des pouvoirs autoritaires tels que celui des mollahs en Iran soient renversés. Mais vous dites par le peuple. Par les peuples. Quand ils sont opprimés et que... Je ne crois pas que les puissances occidentales, y compris le passif qui a été encore récent de leurs interventions tous azimuts dans cette région, soient en position d'autorité morale ou d'autorité juridique pour le faire. Je rappelle que ce qui a été fait là est en contradiction directe avec le droit international. Et je ne crois pas que c'est en piétinant et en continuant à piétiner le droit international, qui est la garantie de protection des peuples et des États, aussi imparfaite qu'elle soit, qu'on en arrivera à aider les peuples qui subissent des régimes autoritaires. Vous avez critiqué la semaine dernière la position de la France, en l'occurrence celle d'Emmanuel Macron. Vous dites qu'il soutient Israël alors qu'il continue de plaider pour une solution démocratique. Alors, on peut parler d'un en même temps français, mais d'un soutien direct à Israël, est-ce que c'est pas une vue qui vous, malheureusement, d'opposition un peu? Non, parce que ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Vous aurez remarqué qu'à chaque fois qu'il a eu des paroles et allant dans le sens de la défense du droit international, de la défense du droit des peuples, nous l'avons dit. Nous l'avons dit quand il a annoncé qu'il reconnaîtrait par exemple l'État de Palestine. Nous l'avons salué et nous l'avons pris au mot en disant c'est pas tout de le dire, il faut le faire. Résultat, il s'est rétracté sous, je pense, la pression des États-Unis d'Amérique et du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et précisément, c'est ce genre de stratégie de l'en même temps, un pas en avant, trois pas en arrière, qui décrédibilise pas simplement la parole d'Emmanuel Macron, mais la France, la voix de la France dans le monde. Aujourd'hui, quand vous regardez, et je faisais référence aux interventions militaires occidentales depuis 20-30 ans dans la région, la position de la France
en 2003, qui a été un des rares et seuls pays membres de l'OTAN à s'opposer à cette intervention. Aujourd'hui, on en parle encore. Aujourd'hui, les peuples dans la région qui subissent l'oppression de régimes autoritaires parlent de la France comme un pays sur lequel ils pouvaient compter. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous sommes complètement décrédibilisés et ça, nous le regrettons, indépendamment de ce que l'on peut penser d'Emmanuel Macron. Sa parole engage notre pays et aujourd'hui, cette parole ne vaut plus rien. Alors, Dominique de Villepin, qui était donc le discours de l'ONU dont tout le monde se souvient, effectivement, s'apprête à créer un parti et vise visiblement 2027. Est-ce que c'est une personnalité qui a grâce à vos yeux ? À part Jean-Luc Mélenchon. Non, mais personne n'a grâce à mes yeux personnellement, ni même Jean-Luc Mélenchon. Nous prenons, moi en tout cas, et à la France Insoumise, nous prenons les responsables politiques au mot et nous examinons ce qu'ils défendent. Dominique de Villepin est un héritier de la tradition gaulliste de droite, qui n'est pas la nôtre. Nous sommes opposés sur un certain nombre de questions. J'allais dire globalement, la vision politique et le programme politique qu'il va défendre, nous y sommes opposés. Je dirais ce que j'apprécie et ce que nous pouvons apprécier, c'est justement peut-être cette colonne vertébrale républicaine, ce sens du rôle de la France et qui permet d'avoir avec lui un dialogue, un débat, y compris des oppositions politiques franches et respectueuses. Et ça ne peut qu'aider le débat démocratique dans notre pays. On va en venir à l'actualité française, Daniel Obono, avec les discussions sur les retraites qui ont duré 4 mois. Décidément, c'est contagieux, là-tout, qui ont duré 4 mois et qui se sont terminés hier par un échec. Patronat et syndicats n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Est-ce que vous avez pensé un seul instant qu'il serait possible qu'une position harmonieuse puisse émerger de ce conclave, pour reprendre la terminologie et le terme employé par François Bayrou, alors que les positions sont si diamétralement opposées entre le MEDEF et les syndicats ? Non, pas un seul instant. Et je ne crois pas que qui que ce soit qui ait véritablement participé même François Bayrou, à cela, surtout François Bayrou. Écoutez, cette mascarade, et il faut dire ce que c'était, parce que c'est quand même un conclave social où, à la fin, il ne reste qu'une seule organisation syndicale. Toutes les autres sont parties au fur et à mesure et qui accouchent de rien du tout, puisque le MEDEF a fait jouer son droit de veto. Il n'y a eu aucune avancée sur la pénibilité, il n'y a eu aucune avancée sur la question des droits des femmes, et encore moins sur l'âge de départ qui a été tout de suite évacué. Donc, à quoi ça correspondait tout ça ? À une opération politicienne de François Bayrou qui s'est ainsi acheté un sursis politique en négociant avec le Parti socialiste. Et c'est argant de l'organisation de ce conclave que le Parti socialiste a apporté un soutien sans participation là-dessus au gouvernement PS. Vous leur en voulez d'avoir justement permis à François Bayrou d'échapper à la censure ? Je pense que les électeurs et les électrices leur en veulent et ont raison de le faire. Moi, je note et je prends acte, comme nous l'avons fait, de la trahison de l'engagement pris devant les électeurs et les électrices en permettant la poursuite. La trahison, quand on est élu sur un programme qui porte en son cœur la bataille et l'abrogation de la retraite à 64 ans, quand on est élu sur un programme qui porte le refus des politiques austéritaires et le fait de défendre la démocratie, de défendre l'égalité, et qu'on permet le maintien d'un gouvernement qui fait tout le contraire, c'est une forme de soutien sans participation qu'a accordé le Parti socialiste ainsi que le Rassemblement national, nous ne l'oublions pas, au gouvernement Bayrou, ce qui lui a permis, y compris, de mener toutes les politiques délétères pour notre pays au niveau social, au niveau écologique, au niveau démocratique. Donc oui, je pense que c'est grave. Maintenant, ils sont devant leurs responsabilités. La question, c'est: après l'échec du conclave qui était le prétexte pour ne pas censurer, censureront-ils ? Nous leur avons adressé un courrier, ils n'y ont pas répondu, à la différence de nos collègues écologistes et communistes. Des choses à propos du Parti socialiste. Olivier Faure, qui vient d'être élu premier secrétaire et qui est pressé par une partie du PS d'être plus clair sur la question des rapports avec LFI, a évoqué tout dernièrement l'hypothèse d'une alliance défensive
c'est le terme qu'il a employé, je vous vois perplexe. Bon, ça peut se comprendre. Mais alliance défensive, au cas où il y aurait une menace de l'extrême droite, dit-il. Ça a du sens pour vous, ça, une alliance défensive? C'est-à-dire, c'est une manière de dire, on le fera en cas d'extrême nécessité, mais... Non, je crois que ce n'est pas très, très sérieux. Et en fait... Olivier Faure est en permanence en train de rejouer un congrès et de tenter de maintenir sa position de secrétaire national du Parti socialiste, alors que ce qui est en jeu, ce n'est pas de trouver des mots pour contenter telle, elle ou telle autre, c'est de répondre à l'urgence qu'il y a. Il y a un danger de l'extrême droite, oui, et nous avons été en capacité d'y faire face et d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir en juillet dernier, parce que la France insoumise a été à l'initiative et a permis la coalition sur un programme de rupture. Voilà de quoi on parle. Le reste, et oui, c'est de la tambouille politicienne qui est bien en dessous, en deçà de ce qu'il faudrait faire. Il y a encore 2 questions, mais vous voulez... Non, mais je voulais... En fait, le vrai sujet, c'est est-ce qu'il ne faut pas reporter la faute très court, comme ça Frédéric peut finir. Est-ce qu'il ne faut pas reporter la faute sur le patronat ? En fait, c'est lui. La question des retraites, bien sûr. Ah oui, mais ça, c'était dès le départ. C'était, j'allais dire, plié, puisqu'ils avaient un droit de veto. Et qu'ils sont arrivés sans avoir expliqué qu'ils étaient revenus à la raison, qu'ils avaient entendu les mobilisations massives. Donc, non, la responsabilité, c'est bien celle de François Bayrou. Et je rappelle qu'il y a quelques semaines, l'Assemblée nationale a de nouveau voté en faveur d'une proposition de résolution. Il faut désormais censurer ce gouvernement qui refuse d'écouter... Je voudrais qu'on évoque cette commission d'enquête dont la demande avait été rejetée au début du mois de juin et puis finalement acceptée la semaine dernière à la demande du président du groupe LR à l'Assemblée, Laurent Wauquiez. Commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. Est-ce que vous redoutez les travaux de cette commission, puisque finalement elle va bien se tenir ? Non, nous ne redoutons rien. Nous trouvons que c'est une instrumentalisation extrêmement pathétique des outils parlementaires, ce qui délégitime y compris leur but. D'autres collègues que la France Insoumise, qui se sont opposés à la recevabilité de cette commission, l'ont par ailleurs dit. Et ce n'est pas juste la France Insoumise. Ils sont opposés parce que LFI était nommé dans un premier temps. Oui, mais tout le monde a bien compris de quoi il s'agit. C'est M. Wauquiez qui a utilisé cette commission d'enquête lors de son congrès interne, et là qui se donne une existence parlementaire. Il faut bien justifier les raisons pour lesquelles il est élu, parce que pour le reste, il ne fait pas grand-chose. Et puis, donc, on a une instrumentalisation qui vise directement une force politique d'opposition et une instrumentalisation pathétique. Mais nous ne regrettons pas, parce que ça va être l'occasion de les mettre eux-mêmes devant leurs responsabilités. On pourrait parler des liens qu'il y a pu avoir de dirigeants de leur propre parti avec un certain nombre d'organisations. Nous pourrions parler des liens qu'il y a avec les dirigeants qu'il y a eu ou qu'il peut y avoir entre les dirigeants du Rassemblement national et des forces liées à des activités. Donc vous accueillez favorablement cette commission? Non, nous ne l'accueillons pas favorablement, mais nous en ferons le contraire de ce que veut faire M. Wauquiez. Nous mettrons le doigt sur la réalité des compromissions de la droite et de l'extrême droite. Merci Daniel Obono. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à Flore Simon et à Camille Néron d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À la semaine prochaine. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Merci.